Allez, c'est parti pour la vidéo de présentation du sujet Métropole Physique Chimique Bac 2022. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé les sujets sur Instagram. Dès que vous êtes sortis de la salle d'examen, j'ai reçu de partout les sujets, c'était super cool. J'ai pas eu à les chercher, y compris les sujets de maths. Merci beaucoup. On va démarrer ensemble. Alors cette vidéo elle va me servir à présenter le sujet, à donner mon ressenti sur le sujet. Je l'ai fait en grande partie ou quasi. Et je vais également vous donner des éléments de correction. Alors attention, c'est ni la correction officielle, ni la correction rédigée comme il faut. Ok, c'est des éléments de correction pour ceux qui veulent faire les exercices et vérifier leur raisonnement, vérifier leur valeur. Vous pourrez avoir les éléments de correction que je vais vous proposer. D'accord? Mais ce n'est pas une correction officielle. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, avant de démarrer, je remercie tous ceux, toutes celles qui m'ont envoyé des messages de satisfaction, de gratitude, des messages incroyables. Franchement, ces derniers jours, ça a été magnifique, fabuleux. Merci tout le monde. Merci à vous d'être présent sur cette chaîne. Merci à vous de bosser avec mon contenu. Je suis très content si ça vous a aidé à bosser, à aider à progresser, aider à mûrir aussi dans votre tête. C'est ce que je veux, hein, c'est mon souhait le plus cher. Donc moi je vais continuer comme ça, tous vos messages du coup m'ont boosté et j'espère que vous allez pouvoir transmettre le mot également aux élèves plus jeunes, notamment les élèves de première, parce que les révisions de bac en fait ça commence pas la veille pour moi du bac, ça commence vraiment en première, tu vois, ça commence même à la fin de ton année de première où là il faut vraiment se mettre à bouger réellement pour se dire ok maintenant les choses sérieuses vont commencer, voilà. Donc n'hésitez pas à transmettre le mot aux élèves de première, à les faire venir sur cette chaîne, à vivre l'aventure de cette chaîne YouTube de maths, de physique chimie et à progresser et à les aider à progresser. On va commencer par l'exercice de méca. Donc exercice de méca, tout le monde l'a peut-être pas fait puisque c'était un des exercices au choix sur le sujet, mais pour ceux qui l'ont fait et pour les retours que j'ai eu, effectivement c'est pas un exercice qui ressemble aux trucs les plus classiques. Donc cet exo là typiquement ça va faire partie de mes exos bilans très prochainement, ceux qui figureront sur mon site pour les élèves de l'année prochaine. Pourquoi? Parce que typiquement cet exercice il fait réfléchir. Voilà. Donc en gros on étudie le mouvement d'une balle de jonglage. On te donne des graphiques qui te donnent l'évolution de Y en fonction du temps et de VY en fonction du temps. D'accord? Donc tu as YT et VYT. C'est tout. Tu n'as pas XT, tu n'as pas VXT. On les a pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont égaux à 0. Parce que la balle, si tu imagines son mouvement, la balle de jonglage elle va faire ça. Ok? Elle va avoir une trajectoire parabolique. D'accord? Voilà, un truc un peu plus beau. Donc forcément, X évolue au cours du temps, de même que Y, et donc tu as l'évolution de Y. Ok? Bon, je te laisse lire l'énoncé, moi je vais aller rapidement sur les résolutions et te montrer ce que j'ai fait. Décrire qualitativement selon OY le mouvement de la balle de la phase 1. Donc on te dit qu'il y a deux phases dans l'énoncé, ça je te laisse lire de ton côté. Donc en fait pour la phase 1, tu as un mouvement parabolique. Pourquoi? Parce que la trajectoire est une parabole, c'est tout. Décrire qualitativement le mouvement, c'est donner la trajectoire. Donc parabolique, mouvement parabolique, c'est ce que j'ai mis. Moi, c'est ce que je propose de mettre pour la question 1. YT représenté par une parabole, donc trajectoire parabolique, ouais, tout simplement. Interpréter la figure 2A pour décrire le rôle de la main sur le mouvement de la balle lors de la phase 2. Bon, c'est une question un peu étrange. Si on regarde la figure 2A, en fait, la main, donc l'élève, il jette la balle avec la main droite et il la récupère avec sa main gauche, d'accord? Et non, ce qu'on voit là, la phase 2, elle débute ici. Ce qu'on voit, c'est que la balle, elle continue à tomber en dessous de l'ordonnée égale à 0. L'ordonnée égale à 0, c'est au niveau de la hauteur de sa main droite, en fait, la main qui jette la balle. Donc ça veut dire qu'il réceptionne la balle en dessous de son altitude initiale et il lui redonne l'impulsion pour que la balle reparte en l'air. Donc le rôle de la main dans le mouvement de la balle lors de la phase 2, c'est d'empêcher la balle de tomber au sol, premièrement, puisque tu vois bien que l'altitude, elle va pas atteindre le niveau du sol. Est-ce qu'on a le niveau du sol d'ailleurs? Est-ce qu'on a l'altitude initiale de la balle? Je crois pas. Mais bon, tu vois, on est exprimé en mètres ici, là on a moins 0,40 mètres, donc ça nous fait 40 cm. La main de l'élève, elle est clairement au-dessus, enfin elle est au-dessus de 40 cm, elle est à plus de 40 cm du sol, tu vois ce que je veux dire? Donc la balle ici, elle ne retombe pas au sol, donc la main elle sert à empêcher la balle de tomber au sol et à redonner impulsion pour faire repartir la balle. Tout simplement, je ne sais plus comment je l'ai marqué. La main gauche accompagne le mouvement descendant de la balle et l'empêche de tomber au sol, puis renvoie la balle. Voilà, je pense que ça suffit pour décrire le rôle interpréter la figure pour décrire le rôle de la main. Bon, pour moi ça c'est des questions déjà un peu cheloues, mais disons qu'on n'est pas encore entré dans les calculs. Alors ce sujet de physique-chimie pour moi il est très matheux. Il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup de maths en fait dans ce sujet-là. Je ne sais pas ce que tu en as pensé si tu l'as fait. Pour moi il y a beaucoup de maths, voilà. Donc ça me fait redire encore une fois que les maths sont très importants quand on fait de la physique-chimie en terminale. C'est vraiment... ouais, c'est le truc, tu peux pas passer à côté en fait.
Question 3, justifier à l'aide de la deuxième loi de Newton, dans le cadre du modèle de la chute libre, donc il fallait interpréter ce que c'est qu'une chute libre, que Vx, la composante de la vitesse, est constante et égale à V0x. Voilà, lorsque la balle n'est plus en contact avec la main du jongleur. Donc on repartait du système, on reposait référentiel terrestre supposé les galiléens, le bilan des forces chute libre, donc tu n'as que le poids dans le bilan des forces. Deuxième loi Newton qui t'amène à A égale G, tout ça c'est du classique. Le vecteur G on le connaît, il est vertical vers le bas, donc Gx 0, Gy moins G. Attention, toujours faire gaffe au sens, à l'orientation du repère, là. Donc l'axe vertical est orienté positivement. Pardon, l'axe vertical est orienté positivement vers le haut. Donc notre Gy est négatif, moins G, d'accord? Donc le vecteur A étant égal au vecteur G, tu avais les coordonnées du vecteur A. Tout ça c'est classique. Et après en fait, on part de la deuxième loi de Newton. Je te rappelle qu'on veut montrer que Vx est une constante, donc Ax égale 0. Ax c'est aussi la dérivée de Vx par rapport au temps, ça c'est le cours. Tu fais tes petites primitives, tu utilises la condition initiale pour aller trouver la constante C1. Tu trouves que C1 c'est V0x, t'en conclus ce qu'il faut conclure. Ok? Donc la vitesse suivant x, la composante suivant x de la vitesse du vecteur vitesse est une constante et c'est V0x. Question Q4. Exprimer l'énergie mécanique initiale EM0 de la balle en fonction de sa masse et des composantes de la vitesse initiale. Alors là, tu vois, là par exemple, ça c'est pas classique. Donc question Q4, en gros on te demande l'expression de EM0. EM0, hop, voilà, là tu vois bien. EM0, tu sais que c'est énergie cinétique initiale plus énergie potentielle pesanteur initiale. Alors l'énergie potentielle pesanteur initiale, elle va dégager parce que l'altitude initiale Y0 est nulle. La balle, elle part du point d'origine, donc Y0 égale 0. Ça veut dire que l'énergie mécanique initiale, il ne te reste que ça. Maintenant, la question de l'exercice, c'est de donner l'énergie mécanique initiale en fonction de V0x et V0y. Donc là, il fallait penser à utiliser la formule de la norme du vecteur V0 pour avoir V0. La norme, ça c'est la norme du vecteur V0. Donc on utilisait la formule de la norme. Et ensuite, passer au carré, bah, ça faisait sauter la racine. À la fin, tu obtiens ça. Ça, c'est pas classique, ça, c'est pas courant. C'est pas dur, mais c'est pas courant. Voilà. Ça, c'était pour la question Q4. Question Q5. À l'aide, alors dans toute la suite de l'exercice, c'est important, ça, dans toute la suite de l'exo, on ne s'intéresse qu'à la phase 1. Donc on s'intéresse uniquement à cette phase-là. On ne s'intéresse pas au reste. À l'aide d'un raisonnement énergétique appliqué lors de la phase 1, établir que l'expression de l'altitude atteinte, c'est ça. L'altitude atteinte, c'est le haut de ma courbe ici, d'accord? C'est grand H, l'altitude maximale. Bon, ça aussi, c'est une question qui est vraiment intéressante selon moi. Alors voilà le raisonnement, on étudie le mouvement entre O, l'origine, et A, point d'altitude maxi. Je pourrais te montrer ici sur le schéma que A, pour moi, voilà, il est ici, le point A. Donc on étudie le mouvement entre O et A. En A, la vitesse Vxa, c'est V0x. Pourquoi ça? Pourquoi j'ai mis ça? Parce que Vx, à tout instant, on a démontré précédemment que c'est V0x. Donc Vx au point A, c'est aussi V0x. Et Vyk égale 0. Alors ça aussi, il y avait ça à penser que quand tu es au niveau du sommet de ta parabole, le vecteur vitesse étant horizontal, le Vy est nul. Voilà, ça il fallait y penser. Très important. Et donc du coup on avait quoi? Bah, on allait avoir que, tu vois, si je réécris l'énergie mécanique au point A, c'est 1 demi m Va carré plus mg fois YA, donc le YA c'est grand H. D'accord? Le YA c'est grand H, c'est ce que j'ai écrit ici. Je te dis, c'est que des bribes, des bribes de correction, hein, des éléments de correction. C'est pas une rédaction ultra propre. J'écris un peu partout et tout, mais c'est parce que moi je dois aller vite. Mais toi, il faut que tu rédiges bien si jamais tu te prépares à passer à une épreuve, un contrôle ou ton bac demain. Voilà. VA. VA, je vais faire comme pour VA au carré, je vais faire comme dans la question précédente pour V0 carré. Je remplace ça avec la formule de la norme et du coup ça te sort le Vxa au carré plus Vya au carré. Et comme Vya est nul, je viens de te l'expliquer, parce que le vecteur vitesse au sommet est horizontal, donc Vya est nul, eh bien l'énergie mécanique en A, il te reste juste 1 demi m Vxa carré plus mgh. D'accord? Et il se trouve que le Vxa, c'est le V0x, c'est pareil, puisque Vx est constant, c'est toujours égal à V0x. Donc ton Vxa ici, tu vas pouvoir le remplacer par V0x. Je vais te montrer ce que ça donne. Donc,
Pour l'exercice, pour la question, tu poses l'égalité des énergies mécaniques parce que pas de frottement, l'énergie mécanique se conserve, pas de frottement parce que chute libre. L'énergie mécanique en 0, on a établi sa formule précédemment. L'énergie mécanique en A, je viens de te montrer sa formule. Ensuite, VA ou VXA et V0X c'est pareil. Quand tu développes à droite, à gauche là, tu vas avoir 1 demi M V0X au carré plus 1 demi M V0Y au carré. Ces deux termes là. Et ensuite, à droite, tu as ce terme et ce terme. Sauf que le 1 demi m v0x au carré, il dégage. Donc il te reste juste 1 demi m v0y carré égale mgh. J'ai simplifié par m. D'accord, je te montre toutes les étapes. Il me reste 1 demi v0y au carré égale gh. Et de ça, tu isoles h et tu retrouves la formule donnée dans l'énoncé. C'était top, cette petite question 5. Question 6. Déterminer la valeur de h à partir de la relation précédente, donc celle-là, et à partir d'une lecture graphique de V0Y. En fait, le V0Y, tu le lis ici, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc tu lis 4, V0Y, 4 mètres par seconde. Donc après, tu prends la formule, tu calcules grand H, tu es à 0,82 mètres. Comparer le résultat à celui obtenu par lecture graphique de la figure de A. C'est ça aussi qui fait la particularité de cet exercice. Tu as de la lecture graphique, il faut interpréter tes graphes. Et ils sont un peu chelous, tu vois, ce truc-là, ça pouvait faire peur et tout. Ouais, c'est pas fini la lecture graphique, après il y a un coef directeur et tout. Pour retrouver G. Quand j'ai vu la question, je me suis dit, waouh, c'est bien comme question ça. Alors, la lecture graphique de grand H, bah, tu vas juste lire ici sur la parabole, la valeur maximale de l'altitude, c'est environ 0,85. J'ai mis 0,85. C'est peut-être craqué un peu, c'était peut-être 0,83, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, tu as la valeur de H, et comparer les valeurs, elles sont très proches. Établir l'expression littérale de VY lors de la phase 1, donc pour la question Q7, là c'était tes primitives. Question Q7, tu pars de AY égale moins G, primitive tu sors VY, primitive tu sors Y. Sachant que la constante pour VY c'est V0Y, et la constante pour YT c'est le Y0, mais qui est nul. Donc ça je l'ai dégagé. Mais il me demandait que dans la question Q7, pardon, il me demandait que ça. Excuse-moi. Ouais, il demandait que VY. Évaluer l'intensité de pesanteur. Voilà, c'est ça le truc. C'est que pour la question Q8, évaluer l'intensité de la pesanteur G à l'aide de la figure 2B. Là, tu te dis, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est quoi le lien avec G? Ici, j'ai VY dans la figure 2B. C'est quoi le lien entre VY et G? Bon, bah là, il faut aller ici. Sur la formule. Il faut aller sur la formule et dire que la dérivée de VY par rapport au temps, si tu prends ta formule là, regarde, tu prends VY. Tu vois VY là? Tu le dérives. Tu dérives VY par rapport au temps. La dérivée de moins gt plus v0y, c'est quoi? Bah, c'est moins g. Dérivée d'une fonction mathématique. Donc la dérivée de vy par rapport au temps, c'est moins g. Sauf que sur ta courbe, la dérivée de vy par rapport au temps, c'est le coefficient directeur. Et ouais, regarde. Là, tu as une droite là. Donc tu prends le coefficient directeur de cette droite. Et en fait, ce coefficient directeur, ce sera moins g. Et ben j'ai pris deux points, j'ai pris lui et j'ai pris lui. J'ai lu les coordonnées de ces deux points. Donc de lui, c'est coordonnées, ça fait quoi? Ça fait... J'ai pris 3, enfin l'abscisse 0,1 et l'ordonnée c'est 3. Et lui l'abscisse c'était 0,75 et l'ordonnée c'était moins 3,5. J'ai fait le calcul du coefficient directeur, donc là il faut faire un calcul de coefficient directeur de droite. Ça m'a donné moins 10. Donc moins g égale moins 10, g égale 10. C'est pas ouf ça? Qui a fait cette question? Qui a réussi? Moi je la trouve bien. Je te dis pas que c'est dur, je te dis que c'est subtil. Ce sujet me plaît bien plus que le sujet Polynésie. Hein. Là il n'y a pas photo là-dessus. Tous les exercices me parle beaucoup plus que le sujet Polynésie. Parce que pour le coup, c'est des exercices classiques. Classiques au sens, ils sont précis dans ce qu'ils demandent et il y a des questions mathématiques. Enfin, c'est rigoureux. Voilà. Non, c'est pas classique le mot, c'est rigoureux. C'est des sujets rigoureux. Pour moi, le sujet Polynésie, il y a des exercices dedans. Ils sont pas rigoureux. C'est pas clair. J'en ai parlé déjà dans mes lives et tout. Je l'avais déjà dit plusieurs fois, c'était pas clair. Donc voilà, question Q8, c'était traité. Question Q9, l'équation horaire YT. Donc il fallait reprendre le VY, là je l'ai fait tout à l'heure, et puis primitiver à nouveau et sortir YT, faire sauter Y0 qui valait 0, et voilà, YT était donné ici. Et après on te demandait avec YT d'aller chercher la valeur de TR, donc la durée pendant laquelle la balle est dans l'air. Donc il fallait trouver cette durée, et ben pour la trouver, il fallait juste aller chercher la durée de vol, et la durée de vol, c'est de chercher le temps au bout duquel la balle retombe au sol. Enfin retombe à l'altitude 0, pardon, donc retombe dans la main. Ah non, attends, je te dis des bêtises peut-être.
Oui, non, parce que la main, elle récupère la balle ici, donc c'est bien ça. Le moment où elle retombe dans la main, parce que là, la balle retombe dans la main et après la main accompagne la balle. Elle amortit la descente. Ok. Donc sur toute cette partie-là de la phase, en fait, la balle est dans l'air. Dac. Alors comment raisonner pour retrouver TR? Ben, on raisonnait comme ça. Pour trouver TR, on résout YT égale 0. On cherche à savoir quand est-ce, à quel instant l'altitude redevient égale à 0. Et YT, tu l'avais établi dans la question d'avant. Alors ici, la technique, c'est de factoriser par T. Ne résous pas du second degré, c'est pas nécessaire. Tu factorises par T, tu te ramènes à une équation produit nul, soit T égale 0, mais ça m'intéresse pas, soit ceci égale 0, et ça t'amène directement à l'expression de TR. 8H sur G intensité de pesanteur. Sachant qu'ici, il y a des maths. Là, il y a du calcul littéral ici. Pour faire ressortir le 8 et tout ça, il faut rentrer le 4 dans la racine carrée, tout ça. Donc ici, tu as du calcul littéral. Parce que là, tu as un coefficient 2 qui est à l'extérieur de la racine carrée. Donc il faut rentrer ce coefficient 2 dans la racine carrée en le transformant en 4. Tu vois, ça, pour moi, j'appelle ça du calcul littéral ou du calcul numérique. En tout cas, transformation d'écriture avec des racines carrées et autres. Il fallait savoir faire ça pour arriver à l'expression 8H sur G. Tu vois, je répète encore une fois, les maths, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Calculer la valeur TR et en utilisant la valeur de H obtenue par lecture graphique, donc celle-là, et commenter. Alors TR, fallait le calculer et après, il fallait se dire que le TR, c'était la valeur qu'on lisait ici a priori. 0,5, 0,6, 0,7, 0,7, à peu près 0,8, tu vois. Normalement, j'ai pas fait l'application numérique, mais on était censé censé trouver à peu près 0,8. Allez, exercice suivant. Je sais pas combien de temps j'ai passé là. On s'en fiche, hein. De toute façon, la vidéo elle durera ce qu'elle durera. J'ai dit que je te faisais la revue des exercices, je te fais la revue des exercices. Donc exercice suivant, c'est l'exercice sur 10 points, le colorant E127. On a ici un exercice qui va regrouper des compétences sur pH, pKa, dosage par étalonnage Beer-Lambert, un peu de synthèse en chimie organique et un tout petit peu de cinétique chimique. La partie cinétique, je crois que... Attends, je me trompe ou pas, il y a de la cinétique? Non, je me trompe. C'est pas là-dedans qu'il y a de la cinétique. Ouais, je me suis trompé. Bon, je crois que... Je pense pas avoir oublié une partie du sujet. Non, la cinétique, c'est un autre... C'était l'autre sujet. Alors, le colorant E127, c'est l'étude d'un colorant. Donc, sa formule brute, elle est ici. On l'écrit plutôt Na2RI. Le Na2RI, il se dissocie en ion Na+, et RI2-. Alors, je l'écris là, la dissociation, tu vois. Ça, c'est le E127. Na2RI. Donc, quand tu mets ça dans l'eau, ça fait 2Na+, plus RI2-. Et le RI2-, on te dit que ça, c'est une base. Et l'espèce, elle existe sous 3 formes. Ok? Il y a 3 formes acido-basiques. Donc, il y a H2RI, HRI- et RI2-. Voilà, c'est une espèce qui est capable de capter potentiellement 2 protons. Et on a donc 2 couples, le couple ça et le couple ça. C'est-à-dire que ça, c'est une espèce amphotère. Et quand tu as 2 couples, bon, c'était pas demandé dans l'exercice, mais on aurait très bien pu te demander comment on nomme une espèce comme ça. Et tu as les 2 pK des 2 couples, d'accord? Après, tu as des éléments d'information sur les masses molaires et autres. Et puis après, tu as un petit cercle chromatique. En fait, ce colorant, il est dans un révélateur de plaques dentaires. Voilà. On a une couleur qui est donnée? Non, elle est donnée après. On a la masse volumique, donc à un moment donné, il faudra faire un calcul avec une masse volumique. On a le pH de la solution. Et puis on a le cercle chromatique. Et puis on avait aussi le spectre d'absorption. Voilà, spectre d'absorption. Alors attends, je vais rezoomer un peu, mais je veux juste pas que ma caméra te bloque l'image. Ok, donc spectre d'absorption, un truc classique, ça c'est pour interpréter où est-ce que tu places ta longueur max ou bien quelles sont les radiations qui sont absorbées, donc de quelle couleur est la solution, c'est le genre de questions auxquelles il faut s'attendre. Question Q1. Déjà la notation des questions sur le sujet, je préfère largement ça. Tiens, petite parenthèse parce que j'avais même pas pensé à le dire en fait. Depuis tout à l'heure je fais l'exercice, mais moi quand je l'ai fait je me suis dit c'est bien, c'est assez souple d'écrire Q1, Q2, etc. Je préfère largement ça que les 1, 2, 1, 1, 1, 2, tu vois, les notations avec les questions toutes pourraves comme ça, 1, 1, 2, 3, des trucs comme ça c'est vraiment ultra relou. Mais alors que là, Q1, Q2, Q3, ça c'est clair, là c'est précis. J'aime bien ce sujet, il est vraiment précis. Alors, on a la molécule, on te demande d'identifier les groupes, ça c'est de la nomenclature. Ici, tu as une cétone parce que double liaison carbone-oxygène en milieu de chaîne, enfin à l'intérieur d'une chaîne, à l'intérieur d'une molécule. Ici, tu as une famille acide carboxylique. Et puis ici tu as famille alcool, fallait nommer les familles. Identifier la forme de l'érythrosine qui prédomine dans le révélateur. Là il fallait faire un diagramme de prédominance parce qu'on avait le pH.
et parce qu'on avait les pKa, donc il fallait faire un petit diagramme de prédominance comme ça, bien sûr écrire un diagramme de prédominance, blablabla, et dire que le pH étant égal à 7, on était dans la zone de prédominance de RI2-. Bon, après, là, tu avais un truc, attends, je crois que j'ai mis la question, voilà, c'est ici. Alors là, la question Q2, franchement, la question, pardon, Q3, justifier la couleur rouge, non, Q4, pardon, de retrouver, en fait, d'exploiter les données de l'étalonnage pour aller chercher le titre massique. Ça, et d'abord la concentration molaire et après le titre massique. Ça, c'est une question très bien. C'est une question vraiment très bien. Alors, je t'explique le truc. On te dit qu'on va fabriquer une solution et là, en fait, il fallait arriver à lire l'information qui était donnée ici, comme quoi on avait une dilution par 4000. Parce que tu avais le volume de solution fille et le volume de solution mère en millilitres en plus. Il fallait penser à le convertir. Donc là, il fallait faire un petit rapport de volume V fille sur V prélevé pour trouver qu'on avait ici une dilution par 4000. Et si tu n'as pas vu cette dilution, tu ne pouvais pas retrouver cette valeur-là dans la question Q4. Après, on a l'étalonnage classique. Alors moi, ce que j'aime bien faire quand j'ai la droite, c'est plutôt que de me projeter comme ça, c'est plutôt d'aller chercher le coefficient directeur en utilisant un point, et donc le point 0,0. Je cherche le coefficient directeur de la droite. En l'occurrence, là, ça valait ça. Et après, je reprends la loi de Beer-Lambert. Alors, il faut rédiger proprement, hein, d'après la loi de Beer-Lambert, A égale K fois C, etc. Et tu isoles C, et tu pouvais retrouver la concentration diluée. Là, je suis sur la question Q4, je répondrai à la Q3 après. Tu pouvais retrouver la concentration diluée, tu multipliais par 4000 parce qu'il y avait une dilution par 4000 pour repasser à la concentration de base, et tu retrouvais bien le 2,2-10-2 de l'énoncé. Ça, j'ai bien aimé. Je te le dis tout de suite, ça j'ai bien aimé parce que subtilité ici. C'est pas dit de façon claire, on dilue. C'est pas dit de façon claire, on dilue. C'est toi, tu dois lire et dire ah, c'est une dilution. Et ouais, tu prends un petit volume, tu le mets dans une fiole jaugée de 2 litres et tu rajoutes de l'eau distillée, ça c'est une dilution. Forcément, la concentration de la solution que tu vas mesurer, la concentration de la solution là que tu vas mesurer, c'est pas la concentration de base qui est dans les 0,5 ml. Tu vois. Alors pour la couleur rouge du révélateur, il fallait justifier en disant que le révélateur, enfin le E127, il absorbait majoritairement dans le 520-540, et donc que la couleur transmise, c'est la couleur complémentaire. Cercle chromatique est ici. Voilà, tu absorbes par ici, la couleur complémentaire, c'est le rouge. Donc, couleur rouge pour la solution. Déterminer la valeur du titre massique. Wow, ça c'était bien aussi. Alors le titre massique, tu fais masse de soluté sur masse de solution. Tu raisonnes avec un volume V solution que tu n'as pas à fixer parce qu'il va simplifier. La masse de soluté, c'est la concentration molaire fois le volume de solution. Ça va te donner quoi? Ça va te donner la quantité de matière du soluté et tu multiplies ça par la masse de soluté. Quantité de matière fois masse, ça fait fois masse molaire, pardon, ça fait une masse. Et au dénominateur, pour avoir la masse de solution, tu fais quoi? Tu prends la masse volumique de la solution que tu multiplies par le volume de solution et ça te faisait récupérer la masse de solution. C'est là que le volume solution il dégage. Il te reste uniquement ça pour le titre massique. Moi j'ai trouvé un titre massique de 1,9% et dans l'énoncé il nous disait 2%. Donc c'est compatible. Sachant que la masse volumique de la solution il l'a donnée en grammes par millilitre, les coquins. Et en fait, vu toutes les unités utilisées, il fallait parler en grammes par litre. Sinon, tu trouvais pas le bon résultat. Fallait convertir. Ça, c'est des petites subtilités, ça. Là, j'avoue qu'il y a de la subtilité. Exercice ou partie 2, ça c'était la synthèse. Donc là, il fallait reconnaître les étapes de la synthèse. Étape 1, 2, 3, tu avais introduction des réactifs et réaction chimique. Étape 2, c'était isolement du produit et purification. Il y avait également la purification avec la phase de lavage. Et étape 3, c'était l'analyse du produit purifié. Alors après, déterminer le réactif limitant. Donc en fait, dans la partie 2, on étudie cette réaction. Je te laisse lire, hein, je lis pas avec toi, ça prendrait trop de temps. Déjà que là, tu as vu, ça prend beaucoup de temps. Et si cette vidéo te plaît, partage, diffuse autour de toi. Bien sûr, je te l'ai pas dit, c'est très important si tu veux faire connaître ma chaîne et participer à faire connaître mon travail. Partage autour de toi, fais que cette vidéo tourne beaucoup et transmets-la également aux élèves de première pour les avertir de ce qu'ils attendent. Voilà. Donc en fait, ici, tu avais la réaction chimique étudiée, donc c'est la synthèse étudiée là. Et les réactifs, on a un coefficient 4 devant I2. Attention à ça, sinon tu vas te planter dans le réactif limitant. Et après, on avait le H2RI, donc ça c'est le produit d'intérêt, et puis 4HI. Déterminer le réactif limitant, donc les deux réactifs, tu prends I2, tu prends le H2 flux,
tu as les quantités ici, tu as les masses en fait utilisées. Les masses molaires sont données au début du sujet. Donc tu vas faire quoi pour le réactif limitant? Tu vas aller chercher le Xmax en supposant que I2 est le réactif limitant. J'ai rédigé à l'arrache, hein. C'est pas une rédaction propre ça. Là j'ai rédigé à l'arrache. Je te dis juste comme ça tu compares tes valeurs, c'est tout. Donc le I2, si c'est le réactif limitant, tu cherchais le Xmax, c'était N0I2 divisé par 4. Tu ne dois pas oublier le coefficient stoichiométrique de I2 qui figure ici. Si tu l'oublies, c'est die. Donc tu prends ton 4 ici, tu divises N0 par 4 et tu obtiens le Xmax pour I2. Après tu faisais pareil pour H de flux, le coefficient stoichiométrique c'était 1. Là, ça je ne le veux pas tout de suite. Donc le coefficient stoichiométrique là c'était 1 devant. Donc tu as juste à prendre quantité de matière initiale divisé par 1. Ça te faisait le Xmax si H de flux était le limitant. Il se trouve que tu trouves un Xmax plus petit pour I2 que pour H de flux. Donc c'est I2 le réactif limitant et tu as la valeur de Xmax. Avec ça on fait quoi? Montrer que la masse d'érythrosine obtenue expérimentalement est d'environ 4,6 grammes. La masse d'érythrosine c'est ça. Coefficient stoichiométrique devant c'est 1 aussi. Alors là il fallait raisonner en disant... Non c'était ici. Voilà. Il fallait raisonner en disant ça. En disant que la masse expérimentale c'était la masse molaire. La quantité matière pardon, fois la masse molaire. Ok? Quantité matière fois masse molaire. Il y a peut-être des erreurs dans ce que je fais. Je te dis pas que j'ai bon à 100%. J'espère que j'ai bon parce que j'ai fait ça rapidement pour que tout le monde puisse voir les solutions ce soir. Au moment où je tourne la vidéo, on est la veille du jour 2 du bac 2022. Et je voulais donner l'accès au plus grand nombre ce soir. Donc j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Tu me diras si tu trouves les mêmes choses. Mais les exercices, moi je les referai proprement de mon côté après. En tout cas, la masse expérimentale, c'est quantité matière fois masse molaire. Or, tu connais ça, mais tu connais pas ça. Mais ce que tu sais, c'est que la quantité matière expé sur la quantité matière théorique, c'était le rendement. Et le rendement était donné dans les données. 0,59. Ok? Et sachant que la quantité matière théorique, c'était Xmax. Ça, tu le sais en raisonnant sur la situation où ta réaction est totale. Du coup, quoi? Bah, du coup, tu peux aller chercher N expérimental, 0,59 fois N théorique, donc 0,59 fois Xmax. Et tu reprenais ta relation ici, tu réinjectais là-dedans ça par 0,59 fois Xmax. Tu faisais le calcul, ça redonnait 4,6 grammes. Ok. Et déterminer le nombre de flacons de 10 ml. Alors là, il fallait raisonner sur la quantité de matière contenue, la masse pardon, que tu sortais avec la synthèse, la masse qui était contenue dans un flacon de 10 ml, et tu faisais le rapport des masses, ça donnait le nombre de flacons. Moi personnellement, ça m'a donné 23 flacons. J'espère que c'est bon, normalement oui, mais tu peux vérifier. Alors exercice suivant, c'était l'exercice de thermodynamique. J'ai encore 2 exercices à te proposer. Ça va? Refais-toi des popcorn si c'est long, comme ça tu fais popcorn, tu manges tes popcorn et puis tu passes un bon moment à faire de la physique. C'est bien la physique, hein. C'est mieux que la chimie, hein. Allez, refroidissement d'un fer à cheval. Qui fait du cheval ici? Le maréchal Ferrand. Beaucoup d'informations. Oh là là, il y a eu un truc de fou avec cet exercice pour la question, le boss final là. Il est où le boss final? Il est là-bas. Le boss final, il est ici là. Là, le boss final. Dans le boss final ici, il y avait un bon truc. Franchement, quand j'ai vu, je me suis dit, ça c'est subtil ce truc encore. Ça fait 4 fois, 10 fois que je dis que c'est subtil. Mais il y a plein de subtilités dans ces exercices. Je les aime bien. J'aime bien ce sujet. Merci les profs qui ont fait ce sujet. Je l'aime bien. Je vous aime. Alors, déterminer la masse du fer à cheval. Alors, masse de fer à cheval, tu fais masse volumique fois volumique fois volume. Ok, masse volumique fois volume, tu obtiens une masse. Attention, la masse volumique, tu lis les données, hein. On te donnait ça en grammes par centimètre cube et le volume en centimètres cube. Donc pas de problème. Par contre, tu récupères une masse en grammes. Ah oui, je croyais que j'avais pas mis l'unité. Tu récupères une masse en grammes. Sauf que tu es en physique, donc tu dois parler en kilogrammes. Fallait convertir. Si jamais tu parlais en grammes et qu'après tu faisais tes applications numériques avec 818 et que tu n'as pas trouvé les bons résultats et que tu te demandais pourquoi, bah ça vient de là. Parce qu'il faut que tu parles en kilogrammes. Alors question Q2. Calculer la variation d'énergie interne du fer à cheval lors de l'étape de chauffage. Le chauffage, tu passes de 15 degrés C à 900 degrés C. Le système est incompressible. Donc delta U, MC delta θ. Tu prends la masse de fer, la capacité thermique du fer. Là, il fallait parler en kilogrammes, hein, bien sûr. Et donc, tu obtenais le résultat. Ok. Là, tu pouvais laisser les températures en degrés Celsius, c'était pas un problème. Alors ensuite, j'ai pas fait toutes les applications numériques hein, dans l'exercice. Mais normalement... Ouais, normalement ça devrait être tout bon. Alors, interpréter au niveau microscopique la variation d'énergie interne.
augmentation de l'agitation cinétique microscopique, c'est transfert d'énergie par conduction qui a pour conséquence d'augmenter l'agitation cinétique microscopique. Voilà, moi c'est ce que j'aurais mis pour la question Q3. Refroidissement. Donc après, je te dis le truc rapidement. En gros, le maréchal Ferrand, il va travailler en fait son fer à cheval qui est à 900 degrés. Il va le travailler pendant 1 minute. Il met pas les doigts sur le fer à cheval, sinon il se brûle très très fort. Donc il va travailler son fer à cheval pendant 1 minute et le fer à cheval va refroidir. On s'intéresse au refroidissement, c'est ici. On te demande de remettre en place l'équation différentielle. Donc ça c'est pareil du classique de ce type d'exercice, c'est-à-dire tu poses ton système, donc c'est le fer à cheval, l'énergie elle quitte le fer à cheval parce que 900 degrés comparé à l'air extérieur à 15 degrés, tu vois, ça va du chaud vers le froid. Donc l'énergie elle sort du système, elle est négative. Le flux qu'il te donne dans l'exercice, dans les données, ici, le flux il est négatif. Très important d'interpréter les signes. Pourquoi? Parce que θE moins θx moins θ c'est négatif. Donc le flux étant négatif, j'avais pas de problème de signe, je pouvais directement écrire Q égale phi delta t. Après, j'appliquais le premier principe au système fer à cheval, delta E égale Q plus W, W égale 0 parce que pas de travail de force, delta E égale delta U parce que le système est immobile, donc l'énergie macroscopique n'évolue pas, et je me ramène à delta U égale Q, je remplace delta U par MC delta θ, Q par phi fois delta t, tu travailles ton expression, tu arrives à l'équation différentielle, je te laisse refaire si tu veux, ça c'est du classique. Après ils te disent l'équation différentielle admet pour solution cette fonction-là. Vérifier que la fonction proposée est solution de l'équation précédente. Si tu veux vérifier ça, tu peux partir de cette fonction et vérifier qu'effectivement en faisant dériver de la fonction plus 1 sur tau fois la fonction, tu peux vérifier que ça te redonne bien θE sur tau. Je l'ai fait comme ça. Tu vois, je suis parti de la fonction qui proposait, je l'ai dérivée. Donc là, il faut dériver une exponentielle. Après, j'ai fait la somme de la dérivée plus 1 sur tau fois la fonction, ça me faisait tout ça. J'ai développé ici. Voilà, ça me donne ces deux termes. Les deux termes là se simplifiaient. Il me restait que la somme de la dérivée plus 1 sur tau fois la fonction, c'est égal à 1 sur tau fois θx ou θx sur tau. C'est QFD. C'est-à-dire qu'en faisant ça, je retrouve bien ça. Donc la fonction que j'ai testée est bien solution. Ça c'est juste un raisonnement de maths, tu vois. Alors tu pouvais aussi partir de l'équation différentielle, la résoudre et retrouver cette expression-là. Si tu veux le faire dans l'autre sens, si tu veux résoudre l'équadif, c'est ok. C'est ok. Calculer la valeur, je vais rezoomer un peu, calculer la valeur de la température du fer à cheval au moment où le maréchal Ferrand le pose sur la face inférieure du sabot. Donc ça c'est au bout d'1 minute je crois. Ah non. Le maréchal Ferrand sort de la forge, façonne à l'aide du marteau pendant 1 minute. Il s'installe ensuite près du cheval et il s'écoule à nouveau. Ah, punaise, j'avais pas vu ça. Là, il fallait calculer le θ à t égale 120. T'as vu tout à l'heure quand j'ai fait l'exo, j'ai mis t égale 60 de mon côté. En fait, c'est t égale 120. Heureusement que j'ai vérifié le temps. Déjà, pourquoi 120? Parce qu'on parle en minutes, il faut convertir en secondes. Et pourquoi du coup 120? Bah parce que entre le moment où le refroidissement commence, où le mec il travaille le fer, et après où il va le poser sur le sabot du cheval, il s'écoule en tout 2 minutes. 1 minute où il travaille et 1 minute où il s'assoit et il fait rien. Ça fait 2 minutes, 120 secondes. Punaise, tout ça c'est vraiment des petits trucs. J'appelle pas ça des pièges moi. Mais t'as intérêt à bien lire l'énoncé si tu veux pas passer à côté de ça. Ça s'est bien passé ou pas du coup, tout ce que je dis pour l'instant? Comment ça s'est passé pour toi? Dis-moi dans les commentaires. Indique-moi comment ça s'est passé pour toi. Est-ce que tu pleures là ou est-ce que tu es heureux? Comment ça se passe? Alors, refroidissement dans l'eau avant la pause. Ah ouais, c'est là qu'on va atteindre le boss final. Pour accélérer le refroidissement du fer, avant de le poser rapidement sur le sabot, le maréchal Ferrand il va plonger le fer à température 600 degrés dans un récipient contenant de l'eau à température ambiante 15 degrés. On te demande, en adaptant la solution obtenue avec le modèle précédent, estimer la valeur de la durée nécessaire pour que le fer soit refroidi à une température de 40 degrés. Ça veut dire quoi en adaptant la solution obtenue? Ça veut dire qu'on ne va pas redémontrer à nouveau l'équation différentielle, etc. On a à nouveau en fait un refroidissement, donc un transfert d'énergie, mais cette fois-ci c'est plus avec l'air, c'est avec de l'eau. Mais tu as vu quoi? La température, elle est la même. Le seau d'eau il est à 15 degrés, enfin l'eau elle est à 15 degrés, l'air il est à 15 degrés. Et la température initiale n'est pas la même. C'est-à-dire que dans ma solution, ils me disent d'adapter. Donc je vais partir avec un θ0 de 600 degrés et non plus de 900 degrés. Le θx, je vais garder 15 degrés. Mais là quoi? Bah quoi? Et ben ici tu as taux là. Le taux, il dépend de HR.
Et là, tu n'es plus dans l'air, tu es dans l'eau. Donc il fallait penser à remplacer HR par HO. Et c'est pour ça que HO était donné ici. J'aime bien ces questions. Moi, je les trouve bien. Voilà, peut-être toi, tu as trouvé ça trop facile. Il y en a qui ont dû trouver ça facile. Mais en vérité, j'essaie de regarder ça de façon neutre, connaissant le niveau d'un panel suffisamment large d'élèves. Je pense qu'on est sur un sujet d'un bon niveau. Je dis pas un sujet dur, hein. J'ai dit un sujet d'un bon niveau. C'est pas un sujet facile, voilà. On te les donne pas les points. Tu les veux, faut aller les prendre, mais il va falloir les chercher un peu. Tu vois? Parce qu'il va falloir avoir l'idée de se dire ici, ah mais je suis dans l'eau. Eh ben du coup c'est plus θR, c'est plus HR, c'est HO. Et donc le taux va changer. Et après, une fois que tu as tes nouvelles valeurs de taux, de θ 0 et tout, tu résous juste θ t égale 40. Donc tu poses l'équation, enfin la fonction des questions précédentes et tu isoles t. Bon, j'ai isolé directement avec la nouvelle valeur de taux à recalculer avec le HO et puis la nouvelle valeur de θ 0. Ok. J'ai pas fait l'application numérique donc je peux pas te dire, mais vous avez qu'à vous dire dans les commentaires application numérique pour la question Q7. Comparez entre vous pour savoir ce que vous trouvez. Du coup, je peux pas comparer à la Q8 non plus puisque j'ai pas la valeur donc je peux pas me comparer aux 20 secondes qu'ils proposent. D'accord? Voilà. Allez, dernier exercice, c'était un exercice de circuit RC. Ça va? Il te reste des pop-corn ou pas? On en a plus pour très longtemps, mais sinon on va recharger. Donc en gros, circuit RC avec un défibrillateur. J'ai même pas lu le contexte, je suis en train de me rendre compte, j'ai pas lu, mais bon, c'est pas bien grave. Globalement, on te dit dans quelle position est basculé l'interrupteur ici pour réaliser la charge du condensateur. Donc pour le charger, il faut le relier dans un circuit qui contient un générateur. Donc forcément, il fallait basculer en position 1. À l'aide de la loi d'émail, montrer que l'équation différentielle régissant l'évolution de la tension lors de la charge, c'est ça. Donc loi d'émail, je me suis donné la maille 1 ici. Maille 1, UR plus UC égale E. UR c'est RI. I c'est C fois dérivée de UC par rapport au temps. Fallait peut-être le développer un petit peu plus. Ouais, je suis allé un peu vite. Voilà. Tu poses ta loi d'émail et puis tu arrives à ça. C'est l'équation différentielle. Après pour la question 3, vérifier que la solution s'écrit comme ça. Bon là je ne l'ai pas refait, hein, la 3. Et préciser l'expression et l'unité de la constante taux charge. Taux c'est RC, l'unité c'est des secondes. J'ai pas redémontré non plus, j'ai pas fait l'analyse dimensionnelle. Il demande juste de préciser l'unité. Après, si tu avais le temps, pourquoi pas redémontrer l'unité, tant qu'à faire. Comme ça tu es sûr que t'as pas mal interprété la question. Bon, comme ils m'ont dit préciser, moi j'ai mis secondes. Mais si j'avais le temps, je le redémontrerai. Si tu veux la démonstration de l'unité de taux, c'est sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo là-dessus, faudrait regarder dans la playlist qui va bien. La playlist circuit RC. Ouais, démontrer que c'est solution, donc soit tu repars de ça, tu dérives et tu fais comme dans l'exercice précédent de thermo, soit tu repars de l'équadif et tu la résous directement pour retrouver l'expression de UC de T. Ok. Tracer l'allure de la courbe donnant l'évolution temporelle, donc c'est une charge, donc c'est comme ça. On atteint l'asymptote c'est la valeur de E, c'est la valeur de UC infini, donc UC au bout d'un certain temps, d'un temps très long, ce qu'ils disent là, au bout d'un temps très long. Et puis le UC à T égale 0, c'est 0 volts. Voilà. On dit que le condensateur est initialement déchargé, je pense qu'on le dit, oui. Ouais, initialement totalement déchargé, ici. Mais bon, tout ça, normalement, c'est des informations classiques. J'ai pas lu vraiment l'exercice. Mais bon, question Q5. Montrer qu'à la date 5 taux, la tension est de 99%. Donc tu repartais de l'expression en fait trouvée précédemment, UC de T, et tu remplaçais T par 5 taux. Et ça te faisait que UC au temps T égale 5 taux, ça faisait E fois 1 moins exponentielle moins 5. Et ce truc là, ça fait 0,99 environ. Donc du coup, UC à la date 5 taux, c'est 0,99 E. D'où la réponse, d'où la proposition dans la réponse. J'ai pas fait la fin parce qu'il y avait du graphique, j'ai pas les annexes forcément, hein, je les aurais pas. Faudra que je les prenne sur la lycée. Mais là, à l'heure où je tourne la vidéo, j'ai pas les annexes. Donc j'espère que cette correction t'a plu, j'espère que tu vis un instant heureux là tout de suite maintenant en te disant, en comparant tes réponses et en te disant que bah, tu vas avoir une très bonne note. Si c'est pas le cas, eh bien écoute, faudra te rattraper sur autre chose et saisir, comment dire, tirer les enseignements de ce qui t'a amené à planter éventuellement ce sujet. Voilà, d'une façon générale, le conseil que je donnerai aux élèves qui préparent le bac en physique-chimie terminale, c'est de prendre en considération véritablement que la physique-chimie en terminale, c'est matheux. Matheux, ça veut dire il y a beaucoup de maths.
ça veut dire que tu peux pas y aller en dilettante sur la partie mathématique. Dès qu'on va te parler d'exponentielle, dès qu'on va parler de titromassique, de manipulation des expressions en chimie, des formules, de conversion d'unités, tu as vu tout à l'heure grammes par millilitre, il fallait convertir comme ça en grammes par litre et d'avoir l'idée de le faire sans aucun problème. Tout ça, pour avoir ces automatismes, il faut que les maths ce soit fluide pour toi. Si c'est pas fluide, ça va être compliqué. Je te fais pas de schéma. Sur des exos comme ça va être compliqué. Sur des exos de bisounours, ok, ça peut passer, mais pas des exos comme ça. Voilà. Eh ben écoute, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, partage, diffuse autour de toi, parle de cette chaîne autour de toi. Je te souhaite une très bonne continuation dans tes études si tu quittes la terminale. Je te souhaite une bonne arrivée en terminale si tu quittes la première. Et quoi qu'il en soit, bah, bienvenue sur ma chaîne et à très très bientôt. Travaille bien, motive-toi bien. Ciao!